Hello! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo, ça va faire un mois que j'ai pas posté et petit changement de fond parce que là où je tourne habituellement il n'y a pas assez de lumière, donc histoire d'avoir une image un minimum avec une bonne luminosité, je vais faire ça là pour le moment. Et du coup, ce mois-ci, on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'avril. Du coup, on va, comme d'habitude, commencer par les films. Donc, ce mois-ci, j'en ai vu pas mal. D'abord, un sur Netflix qui est L'Enfant du magicien, qui est du coup un film d'animation que j'ai trouvé très chou et très joli à regarder, qui va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a été séparé de sa sœur quand ils étaient tout petits et qui va vouloir tout faire pour la retrouver, notamment via une prophétie qu'une voyante va lui dire. Et il vit dans un village qui a perdu un petit peu tout espoir en la magie, alors qu'avant c'était un village qui vivait pleinement dans ce monde. Et comme ils ont perdu tout espoir, il n'y a plus de magie. Et du coup, ça parle aussi de la redécouverte, de l'espoir, de la joie, de la magie, etc. etc. Mais c'était un film très chou à regarder, très divertissant, donc je te conseille. Ensuite, on va passer aux films qui sont au cinéma en ce moment. Je suis allée voir Les Trois Mousquetaires pour mon plus grand plaisir, qui évidemment reprennent du coup le livre d'Alexandre Dumas, mais version modernisée, on va dire. Et c'est vrai qu'en sortant de la séance, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça fait un peu Avengers version littérature française. C'est un peu ça, et du coup c'est un film qui va... c'est une série de films qui vont être en 3 parties. Là c'était la première avec D'Artagnan en sous-titres, qui est ce jeune Gascon qui arrive à Paris parce qu'il veut être mousquetaire et être formé dans cette garde. Donc voilà, le vocabulaire est parfois un peu vieillot pour correspondre peut-être un peu plus à l'époque et aux écrits, mais c'est aussi modernisé et les blagues passent aussi très bien avec un vocabulaire qu'on n'utilise plus forcément trop. Au niveau des costumes, des décors, des scènes de combat, j'ai trouvé ça super, surtout décors costumes. Les costumes, c'est pas une réalité historique, hein, c'est fantasmé, mais ils sont magnifiques. Je pense particulièrement à une scène de bal masqué. Là, à mes yeux, il faisait... Et après, pour tout ce qui va être décors, lieux patrimoniaux et architecturaux, c'était très très beau à voir, ça se voit que ça a été filmé sur place quoi. Et évidemment, moi comme d'habitude, dès que je vois un bâtiment, une œuvre ou je ne sais quoi d'autre, dans ma tête je suis en train de chercher, tiens d'où elle vient, etc. Ah mais c'est cette œuvre là, ah mais c'est ce château, je reconnais, etc. Bref, donc, moi je me suis fait plaisir avec un petit blind test gratuit. Non, je te conseille ce film, il est très sympa, très divertissant. Pas mal d'action comme c'est un film de KPIP. Et voilà, il y a peut-être quelques petites intrigues qui sont allées un peu vite à mon sens. Mais sinon, je te le conseille fortement. Ensuite, je suis allée voir le film Mario Bros. Donc, comme beaucoup, je pense, j'ai pu jouer à des jeux Mario et j'aime bien Nintendo, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et évidemment, je me suis fait bait par la musique de Bowser sur Peach. Je me suis dit, ouais, je pense ça peut être cool à voir, etc. Donc au niveau esthétique, pareil, très très joli à voir, très coloré, tout ce qu'on aime. Des Toads de partout, une multitude dans ce village, c'était assez impressionnant. Et du coup, ça va être l'histoire de Mario et Luigi, plombiers à Brooklyn, qui malencontreusement vont se retrouver dans le monde de Mario Bros. Potentiellement, ils vont être séparés quand ils vont arriver dans ce monde-là. Et du coup, après, c'est une intrigue classique, hein, on est encore contre le méchant Bowser, etc. À la différence que Peach n'est pas forcément... la demoiselle à sauver et n'est pas forcément gnangnante comme ce qu'il y a pu y avoir dans les jeux vidéo. Là, c'est plutôt elle qui a le rôle fort, on va dire.
Donc très sympa, un peu déçue de ne pas avoir vu beaucoup de Yoshi dans ce film-là, mais au vu des scènes post-génériques, pense à regarder les scènes post-génériques, il y en a 2, ça devrait arriver dans un prochain film. Donc moi j'ai hâte parce que j'adore Yoshi. Bref, qui est étonné, peu de monde. Ensuite, le dernier film que je suis allée voir, c'est le film Donjons et Dragons, et là je suis un peu moins enthousiaste que pour Les Trois Mousquetaires et Mario Bros. C'était divertissant, c'est un film d'aventure fantastique qui se base sur le jeu Donjons et Dragons. J'ai jamais vraiment joué, mais ça n'a pas gêné à la compréhension du monde ou du film. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins accroché, pourtant j'aime bien les films dans des mondes fantastiques, etc. Mais ouais, j'ai un peu moins accroché, il y a beaucoup de sarcasme et de second degré dans le film. Les personnes qui, on va dire, normalement, traditionnellement, sont très fortes dans ces films-là, ils sont plutôt, par exemple, des sorciers ratés ou ce genre de choses. Mais je sais pas trop, enfin j'ai aimé dans le sens où c'était divertissant, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'était pas non plus extraordinaire non plus, donc je dirais c'est un bof pour ce film, mais peut-être que si t'as déjà joué à Donjons et Dragons et que tu connais un petit peu plus cet univers, peut-être que t'accrocheras plus, je ne sais pas, mais pour moi c'était un bof. Et du coup, on va pouvoir passer aux séries après ça. Alors, série télé-réalité en fait, sur Netflix, j'ai regardé Next in Fashion, je crois que c'est ça le titre, qui est une compétition de designers mode, créateurs mode. Cette fois hostée par Tan et Gigi Hadid, rien que ça. J'ai trouvé pour ce côté-là que c'était des très bons hosts. Peut-être comparé à la saison précédente, j'ai peut-être un petit peu moins accroché à cette saison par rapport aux candidats qui y avait, parce que j'ai pas forcément plus accroché que ça sur le style de quelqu'un ou sur la personnalité d'un des créateurs. Néanmoins, ça restait très divertissant et j'avais bien envie de savoir ce qu'ils allaient créer en fonction des différents thèmes qu'il y avait pour les épreuves. J'ai été peut-être un peu déçue sur le thème Met Gala parce que forcément, moi j'imaginais quelque chose de ultra grandiose, etc. Mais c'est vrai qu'avec le peu de temps qu'ils avaient pour faire ça, ils peuvent pas sortir une tenue comme ce que tu pourras voir à un Met Gala. Mais voilà, une saison sympatoche, mais sans plus, je dirais. Ensuite, j'ai commencé à regarder Fleabag parce que c'est une série, j'en entends beaucoup parler, comme quoi elle est formidable, c'est la série préférée de beaucoup de personnes. Du coup, je me suis dit, bon, why not, on va essayer. Donc, c'est une série britannique qui va suivre une jeune femme qui vient notamment de perdre sa meilleure amie dans des circonstances très particulières. Et on la suit, elle, et ses relations un peu, comment dire, problématiques avec les hommes, avec ses démons et ses traumas suite à cet incident. Au début, j'avais du mal un peu à peut-être accrocher, peut-être sur le premier, deuxième épisode, parce que ça se voit c'est british comme série, je sais pas comment décrire ça, mais ça se voit que c'est british. Le personnage s'adresse directement à toi, bref, mais du coup j'ai trouvé en fait que c'était une très bonne série, que je te conseille fortement, surtout si t'accroches avec la patte british, on va dire. Donc voilà, et en soi c'est tout pour les séries, j'ai pas regardé beaucoup de choses, donc on va passer à tout ce qui est sortie culturelle, etc. Au début du mois, donc je suis allée au parc de Sceaux pour se balader et potentiellement aller voir les cerisiers en fleurs, mais c'était un petit peu tôt, du coup j'y suis retournée au milieu du mois, quelque chose comme ça, et là les cerisiers étaient bien fleuris. Malheureusement, là je suis en train de te parler de cette petite sortie sympathique dans le parc de Sceaux, mais les cerisiers, je pense que c'est fini. Là, au moment où je poste la vidéo, ils doivent plus être très beaux.
et potentiellement peut-être même qu'ils n'ont plus de fleurs. Mais c'est toujours sympathique d'aller se balader au parc de Sceaux, ça fait une bonne promenade. Donc voilà, je te conseille, c'est facilement accessible depuis Paris si tu es sur Paris. Donc voilà, d'abord je vais te parler de la mosquée de Paris. Vraiment, si tu es arrivé sur la chaîne, les habitués le savent, mais si tu es arrivé sur la chaîne, chaque printemps je vais à la mosquée de Paris et au salon de thé, à peu près. C'est assez cyclique, c'est chaque année, j'y vais. Notamment aussi à la mosquée de Paris pour y voir les glycines qui fleurissent dans le jardin, qui sont magnifiques. Jardin magnifique, mosquée très très belle. Et surtout qu'en fait, j'ai remarqué ce printemps-là qu'ils ont installé de la médiation dans la mosquée. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la mosquée ou même un petit peu sur l'islam à Paris, c'est assez intéressant et c'était plutôt clair et bien fait. Donc je te recommande. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas forcément de médiation, donc il fallait connaître les infos par soi-même, mais là tout était très bien expliqué, etc. Donc vraiment je te conseille. En plus l'entrée n'est pas chère, c'est 3 € en tarif plein tarif, et c'est 2 € pour les étudiants, et évidemment pour les fidèles c'est gratuit. C'est assez logique. Donc vraiment c'est une sortie que je te conseille à faire au printemps. Pareil, les glycines, je pense qu'elles sont en fin de floraison, mais le jardin est super beau. Et puis même les mosaïques dans les espaces intérieurs, le mirabe, etc. C'est vraiment le mirabe, pas le mirabe, le minaret, c'est super joli, donc vraiment je te conseille très très fortement cette petite sortie, et ensuite d'aller au salon de thé manger des pâtisseries et boire ton thé à la menthe. Ça c'est la meilleure chose. Et puis par la même occasion t'as le jardin des plantes qui est juste à côté si t'as envie de te balader, notamment leurs parterres sont bien fleuris. Je sais pas au moment où je poste la vidéo si ça sera encore bien et suffisamment frais, mais voilà pour cette petite recommandation. Et là on va pouvoir passer un petit peu plus à ce qui est expo et lieux patrimoniaux, un peu plus, où je vais pouvoir un peu plus étayer. En ce moment, au Petit Palais, il y a une exposition sur Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, moi, j'adore. C'est évidemment pile dans ma période. C'est une femme dont l'image a beaucoup été utilisée dans l'art nouveau, notamment avec Musha et Sarah Bernhardt, c'est travail d'équipe de toute façon, donc forcément l'art nouveau est assez présent avec elle. Et du coup c'est une expo qui se concentre vachement sur elle, sous toutes ses facettes. Toi, Sarah Bernhardt actrice, Sarah Bernhardt peintre il y avait, sculptrice, businesswoman, etc. C'est une exposition que j'ai trouvée très bien faite, notamment dans la scénographie, mais généralement au Petit Palais, ils mettent les moyens dans la scénographie, et ils ont les moyens pour mettre dans la scénographie. Donc c'est une expo qui est très riche, il y a beaucoup de choses, que ce soit des illustrations, des tableaux, des sculptures, des installations de médiation comme une espèce de cabine de train d'époque où tu façonnes la une de tes journaux avec les diverses aventures de Sarah Bernhardt. C'était très chou à faire, très ludique. Moi c'est des médiations qui marchent toujours très bien sur moi parce que j'ai 3 ans d'âge mental. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la publicité, évidemment des sources primaires plus archivistiques, etc. Des photographies, des maquettes de décors de théâtre, etc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses, et j'étais aussi très contente de revoir le Tigre de Tchernovsky, parce que à l'époque, il y a fort longtemps, quand j'avais fait un stage chez eux, je me souviens discuter avec la conservatrice de restaurer ce tigre, et maintenant il est tout beau, tout propre, tout neuf. Enfin tout neuf, pas tout neuf non plus, mais il est très beau. Donc j'étais très contente de le voir après restauration. Bref. Et ouais, l'expo était vraiment belle. Ah oui, et évidemment je te dis ça, mais tu sais peut-être pas qui est Sarah Bernhardt, faut peut-être commencer par les priorités. Donc Sarah Bernhardt, c'est une figure extrêmement importante de la Belle Époque, donc fin 19e, tournant 20e, qui est principalement connue pour être une actrice de théâtre et avoir aussi un très fort caractère, mais bon,
vis-à-vis des critiques de l'époque. Une femme avec un fort caractère, qu'est-ce que c'est pour eux? Bref, passons. Et en fait, elle va être considérée peut-être comme l'une des premières méga stars en fait à l'époque. C'est vraiment une très 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 grosse star à l'époque. Tout le monde la connaît. Elle est partout. Elle voyage aussi à l'international. Elle fait des tournées à l'international, chose qui est pas très fréquente à l'époque. Elle va monter aussi son propre théâtre. Vraiment, elle a vraiment une carrière et une vie très palpitante et très romanesque. Donc forcément aussi son histoire et sa figure ont intéressé beaucoup beaucoup de monde. Mais vraiment, comme je te dis, c'était une expo qui a été une bonne monographie d'elle. Quoiqu'il est vrai que pour son aspect sculptrice, comment expliquer? En gros, par exemple, pour son aspect actrice, donc ça a découlé un peu dans toute l'exposition, mais il y a eu vraiment une espèce aussi de galerie un petit peu bibliographique des pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué, où tu voyais du coup les affiches correspondant à ces pièces, les costumes, et diverses choses. Mais par exemple, pour son aspect sculptrice, il n'y avait pas forcément une salle dédiée à cet aspect-là. C'était un peu disséminé dans diverses salles, ce qui du coup empêche peut-être de se souvenir de cet aspect-là d'elle, qui n'est pas un aspect très connu du grand public. Vraiment, Sarah Bernhardt théâtre, ça fait sens pour beaucoup de personnes. Mais Sarah Bernhardt artiste dans le sens plasticienne, pas forcément. Et le fait de pas avoir une salle réellement dédiée à elle en tant que sculptrice, ça aide peut-être pas forcément à avoir cette nouvelle facette de Sarah Bernhardt. Et du coup, si moi je m'en suis rendu compte parce que tout au long de l'exposition, donc je regardais etc. Mais c'est vrai que je vais pas forcément voir tout les cartels parce que tu verras, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, c'est qu'à la fin, dans les dernières salles où ces sculptures sont vraiment mises en avant en lien avec je ne sais plus si c'est en Bretagne ou en Normandie qu'elle a une maison où justement elle est très inspirée par les algues qui vont donner des sculptures très particulières. C'est qu'à ce moment-là où il y a eu une vraie valorisation, on va dire, et un vrai discours sur cette sculpture, que je me suis rendu compte que ces sculptures étaient là, mais qu'en fait il y en avait déjà avant dans le parcours que je n'avais pas repéré. Enfin, après avec le recul, j'en ai aperçu quelques-unes, mais elles m'ont pas interpellée et la mise en avant et la mise en valorisation de ces sculptures n'était pas la même que sur la dernière salle. Donc ça c'est le petit point négatif, si on veut, mais vraiment sinon je te la recommande très fortement. Il faut voir les tarifs sur le site, il me semble qu'il y a quand même des tarifs réduits, etc. et quelques gratuités, mais c'est vrai que les expositions du Petit Palais, comme elles sont très grandes, très chargées, et avec une scénographie vraiment réfléchie et qui souvent est en lien avec l'époque de la personne présentée et l'univers de la personne présentée, c'est vrai qu'elles peuvent être assez chères. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre région. Nous allons partir en Normandie, à Giverny. Donc si tu te connais un petit peu en histoire de l'art, si je te dis Giverny, normalement il y a un artiste en particulier qui doit te venir en tête, qui est Claude Monet, qu'on ne présente plus, hein, beaucoup, je pense que vous êtes une majorité à le connaître, mais auquel cas c'est du coup un artiste du 19e siècle qui fait partie de ce qu'on appelle les impressionnistes, qui sont un groupe, on va dire, et puis un style du 19e siècle qui va rentrer totalement en confrontation, c'est pas réellement le terme, mais pour t'expliquer, je pense que ça fera bien sens, qui va rentrer en confrontation avec l'art un peu plus traditionnel et officiel qu'il y avait à l'époque. C'est ce qu'on peut considérer à peu près comme une des premières avant-gardes, mais en vrai, j'ai pas le temps là de développer tous ces termes et tout ce gros sujet, donc voilà, mais tu connais très certainement ces œuvres qui ont défilé pendant que j'étais en train de parler.
Donc à Giverny, il y a sa dernière maison, il me semble que c'est la dernière, donc sa dernière maison avec surtout un énorme jardin, puisque Monet était aussi très intéressé par la botanique, donc comment dire, faut aussi voir son jardin comme une de ses œuvres vraiment et réellement, surtout que c'est un jardin qui est magnifique. Il y a un jardin un peu plus, on va dire, traditionnel avec beaucoup de tulipes et autres fleurs, et puis on va avoir une partie de jardin qui va être d'inspiration japonaise, parce que il était très intéressé par les arts japonais, notamment les estampes. Tu pourras en voir des facsimilés dans sa maison. Toutes les œuvres aussi qui sont dans la maison, les œuvres peinture je parle, ce sont des facsimilés, puisque la plupart sont en fait dans les musées français, comme à Orsay par exemple. Sûrement il doit en avoir au musée de l'impressionnisme qui est à 2 pas de sa maison. Ce qu'il faut noter, c'est que il y a quand même énormément de monde. Je n'imagine pas cet été avec tout ce qui va être du tourisme. Non, vraiment, moi je te la déconseille fortement en été. Je te la conseille plutôt au printemps, d'y aller si possible, et si t'as la possibilité évidemment en semaine, le matin, parce que ça se remplit très très vite et il y a vraiment une quantité de personnes assez importante. Le jour où j'y suis allée, il y avait du monde, mais comparé à ce que peut recevoir habituellement ce lieu, ça allait fortement. Donc voilà. Si tu cherches de la médiation dans ce lieu, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas beaucoup. Je te conseille voilà, de lire un petit peu les informations qu'il y a sur le site avant de venir, si ça t'intéresse du moins. Et puis en fait les informations, je pense que tu pourras plus les retrouver au sein du musée des impressionnistes qui se situe juste à côté. Donc sachant que tu peux avoir des billets couplés, maison de Claude Monet, musée des impressionnistes. Je l'ai pas fait, donc je pourrais pas te dire à quoi ça ressemble, parce que la dernière fois que j'y suis allée, je pense que je devais être en primaire, donc ça date un petit peu. Je pense que des choses ont été faites quand même depuis, donc je te conseille de le faire si tu veux des informations, si tu veux un peu plus de concret, parce que vraiment dans la maison tu n'auras pas d'informations. Il y a quelques fiches explicatives qui se baladent, mais au vu du monde qu'il y a, c'est peut-être un petit peu compliqué d'aller en choper une, etc. Et ouais, et puis pour garder la maison dans son jus, on va dire, il n'y a pas de cartel au mur, il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà. Et vraiment, ça c'est une sortie que je conseille, parce que vraiment les jardins sont magnifiques. Enfin, si tu t'intéresses aux plantes, aux fleurs, à la botanique, vraiment c'est très très beau à voir. Et puis peu importe la saison où tu vas y aller, il y aura toujours des fleurs en floraison, puisque les jardiniers font en sorte de faire des plantations cycliques et qui vont s'adapter aux différentes saisons. Tu peux consulter aussi le site pour avoir quelques repères sur quelles fleurs seront fleuries à telle période. Voilà, et puis ça se fait en une journée, enfin tu fais la maison par exemple le matin, tu déjeunes, tu fais le musée des impressionnistes, tu visites un peu Giverny, etc. C'est pas forcément un village très très grand, donc ça se fait très bien en une journée. Tu peux, si je dis pas de bêtises, depuis Paris, tu peux aller à la gare Saint-Lazare, prendre un TER jusqu'à... Il me semble que c'est Vermont, la ville d'à côté, et l'arrêt doit s'appeler Vermont-Giverny. Et ensuite, tu as une navette payante qui t'amène de cette ville-là à Giverny pour aller à la maison de Monet. Donc ça se fait en une journée depuis Paris. Donc voilà pour ces petits conseils. Mais vraiment, Giverny, c'était super. Ah, et si c'est un jour ensoleillé, qu'il y a du soleil, qu'il pleut pas et tout, mais de la crème solaire, ça tape là-bas. Voilà, je parle en connaissance de cause. Mais de la crème solaire, n'oublie pas. Donc, voilà pour mes petites recommandations du mois et ce que j'ai pu voir et faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura une vidéo. Ça sera une FAQ sur les questions que vous avez pu me poser là, il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Franchement, je serai dans la même tenue et tout parce que je vais la filmer juste après. On se dit à dimanche prochain. Salut!